Bonsoir à tous, bienvenue pour cette plénière de clôture. Nous allons encore rester ensemble un petit moment puisque nous allons enchaîner avec une belle soirée. Mais pour l'heure, nous allons poursuivre avec des témoignages inspirants. Et c'est un petit peu le contre-champ du témoignage de Denis Duverne que nous avons eu en ouverture, que nous vous proposons maintenant, puisque Denis Duverne avait choisi de soutenir diverses organisations, ce qu'a fait tout au long de sa vie notre grand témoin Denis Metzger, mais il a choisi également maintenant de s'engager sur son projet qui s'appelle Break Poverty, qui va venir nous présenter. Je vais rapidement vous présenter le parcours de Denis Metzger, qui s'est consacré depuis toujours à la fois à la cause humanitaire et à la fois, il a fait une carrière dans l'investissement en private equity. Il est président de Checker Capital, un des leaders européens de l'investissement en private equity. Il a été longtemps président d'ACF France et ACF International de 2006 à 2013. Et il est donc aujourd'hui président de Break Poverty Foundation. Et je vous demande de l'applaudir. Je vais tester le micro, ça a l'air de marcher. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voulais d'abord vous remercier pour les travaux que vous avez menés depuis 3 jours dans cette enceinte. Remercier parce que grâce à ces travaux, non seulement vous souhaitez acquérir une compétence technique, vous cherchez à être de meilleurs techniciens, mais vous cherchez aussi et vous contribuez collectivement à créer une société plus juste, société meilleure, plus sociale, et une société plus humaniste et plus philanthropique. C'est une chose que l'on oublie parfois dans la peine du quotidien, c'est la vision sociétale que l'on diffuse à travers ces travaux techniques. Je vais, si vous voulez bien, passer par une perspective historique et vous rappeler quand est née la philanthropie. La philanthropie telle qu'on la vit aujourd'hui dans notre pays est née au siècle des Lumières. Au XVIIIe siècle, Fénelon l'a caractérisé dans son Dialogue des morts. Il définissait le philanthrope, je cite, comme une personne portée à aimer tous les hommes. Ce qui est important dans la définition d'une personne portée à aimer tous les hommes, c'est bien évidemment tous les hommes. Et ça me permet de penser que je ne suis pas vraiment philanthrope parce que je n'aime pas tous les hommes. J'en aime beaucoup, mais pas tous. C'est une belle définition qui est simple, qui est claire et qui dit tout. Et vous remarquerez que cette définition d'origine qui s'est imposée il y a 2 siècles, est très différent de la notion de philanthropie que l'on a aujourd'hui. Si on lit les médias, la définition d'aujourd'hui est plutôt profiteur de niche fiscale que personne portée à aimer tous les hommes. Donc on voit bien la transition sur la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle et ce qu'il en reste aujourd'hui, même si, vous le verrez dans mon propos, les choses changent. Dans cette évolution, la société des penseurs ont d'abord commencé à s'émanciper de l'Église. Et ils ont commencé non plus à se préoccuper de Dieu, mais à se préoccuper des hommes, de tous les hommes, comme le dit Fénelon, de tous les hommes visant à construire une société humaniste, une société où chacun pouvait trouver le bonheur, où chacun pouvait trouver son bonheur. À partir de cette époque-là, les sociétés philanthropiques se multiplient pour favoriser la cohésion sociale par l'action, bien sûr, l'action culturelle, l'art, l'action sociale, l'éducation. Et le philanthrope, à cette époque-là, se sécularise, on dirait aujourd'hui se laïcise,
et se substitue à la charité chrétienne de l'époque précédente. Changement brutal, et qui est important pour comprendre le monde d'aujourd'hui, changement brutal en 1789, car au moment de la Révolution, les révolutionnaires et le Premier Empire préfèrent à cette notion finalement assez libérale, puisqu'individualiste, préfèrent l'État-providence. L'État-providence qui perdure encore aujourd'hui. Et c'est à cette époque-là, au nom du bien commun, je vous rappelle que Napoléon est allé saisir des œuvres d'art privées pour pouvoir les présenter au plus grand nombre dans le musée de la République du Louvre. Au XXe siècle, l'État républicain, qui était à la fois républicain et centralisateur, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on invente la notion de social-démocratie, prend en charge l'intérêt général avec succès. Ce succès est encore au rendez-vous, puisque nos sociétés vivent de cette centralisation d'État qui répartit les fruits de la richesse. Et à ce moment-là, les citoyens voient d'un œil critique l'interférence des riches dans le social, l'interférence des riches dans le culturel, l'interférence des riches dans l'éducation. Pourquoi ? Simplement parce que la conception de cette République, c'est que l'État peut être le seul garant d'une meilleure répartition au profit de tous et de chacun. Personne d'autre que l'État, qui représente l'intérêt public, n'est capable, de façon neutre, de répartir la culture, l'éducation et le social. Et bien évidemment, les philanthropes dans cette lignée disparaissent. C'est à cette époque-là, donc, et jusqu'au XXe siècle, que le social et la culture sont devenus, ça c'est important, le social et la culture sont devenus deux fonctions régaliennes. Ces deux courants historiques, que sont la philanthropie des Lumières et l'État-providence, sont intéressants et sont utiles pour comprendre le grand débat qui tourne autour de la reconstruction de Notre-Dame et le grand débat qui tourne autour de la réforme du mécénat. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, en particulier les médias, considèrent que le riche philanthrope n'a pas de légitimité démocratique et qu'en conséquence, il est marginal à l'organisation de la société. Et en plus, il n'a même pas les moyens de l'État, et donc il n'a pas les moyens pour s'y substituer et mener les actions sociales et de répartition de la richesse. Un sondage que vous connaissez sûrement tous, mais je vous le rappelle, Ipsos Mori, qui a été fait l'année dernière, confirme cette méfiance à l'égard des philanthropes, puisque seuls 12% des Français pensent que les riches donateurs veulent faire le bien d'autrui. 1 sur 9 seulement pense qu'un riche donateur qui donne veut faire le bien d'autrui. Ça interpelle. 25% des Français estiment qu'un riche donateur donne avant tout pour son propre bénéfice. On voit que le constat est assez déprimant et qu'on n'est pas encore à avoir convaincu les Français que la philanthropie des Lumières a une utilité sociale. Côté ONG, la même morosité est au rendez-vous, puisque parmi les associations, 1 sur 2 estime aujourd'hui que leurs recettes vont décroître dans les années qui viennent. Dans cette morosité ambiante, faut-il se décourager ? Surtout pas, bien au contraire. Bien au contraire, parce que les humanistes, les philanthropes, les directeurs de développement d'ONG, les fundraisers associatifs, ont toutes les raisons d'espérer dans le monde qui change. Le changement est une opportunité incroyable de rebattre les cartes et de reprendre le contrôle efficace d'une action sociale avec les valeurs éthiques du monde associatif et du monde des ONG. Le mouvement humaniste et philanthropique du XVIIIe siècle, dans sa version moderne, est en pleine renaissance. Et il est en pleine renaissance
parce qu'il est face à un État exsangue qui n'a plus les moyens d'assurer ses missions sociales. Le monde change. Le monde change et il y a une fracture qui est en train de se produire dans le monde de la générosité. Je suis sûr que vous en avez parlé dans vos travaux. C'est une fracture sismique, une fracture fondamentale qui est amplifiée par la rigidité comportementale des grandes ONG. Les grandes ONG s'accrochent au monde ancien, puisqu'ils ont créé une sorte d'oligopole. Et donc c'est assez difficile de voir le monde changer quand on est dominant dans une profession. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la nouvelle générosité est portée par les plus jeunes, facteur nouveau, et par les plus riches. Et ces jeunes et ces riches recherchent avant tout une efficacité et un impact. Je pourrais même dire qu'ils en veulent pour leur argent, pour certains d'entre eux. Et ces nouveaux donateurs, les plus riches et les plus jeunes, n'hésitent pas à joindre leurs dons à leur don un engagement. C'est ça qui est nouveau dans la générosité, c'est qu'on sent un besoin d'être présent à côté de son don. La nouvelle générosité est également portée par les entreprises. Les entreprises qui deviennent aujourd'hui des acteurs majeurs de l'aventure sociétale et de la philanthropie. Pour illustrer cette évolution, on voit bien l'explosion du nombre des entreprises sociales. Les ESS fleurissent partout. Les cursus universitaires ESS fleurissent dans les MBA et dans les écoles de commerce. Le changement d'attitude de l'entreprise traditionnelle est forte et l'entreprise aujourd'hui s'ouvre sur le monde. On voit arriver la création d'entreprises à mission. On voit arriver, même dans la finance, l'arrivée des fonds d'investissement impact. Donc on voit bien que le logiciel du monde privé et du monde de l'entreprise est en train de changer, et il est en train de changer beaucoup plus vite que le monde des ONG et des acteurs sociaux traditionnels. L'entreprise vient donc bouleverser les associations sur leur territoire réservé de l'action sociale, de l'action culturelle et de l'écologie. C'est un facteur majeur, puisqu'on a d'un côté un nouvel entrant qui s'empare des problématiques, et de l'autre côté une résistance du monde associatif. Et le grand danger, c'est que ces grandes associations se réfugient dans une attitude défensive, je dirais dans un plaidoyer critique, plutôt que d'innover dans des partenariats. Les nouveaux acteurs arrivant avec force, avec de l'argent, la seule solution pour transformer le monde est bien évidemment de créer des partenariats, de se rapprocher de ce monde qui bouge, de s'en inspirer pour créer des partenariats avec les entreprises et les mécènes. Je suis assez surpris de voir, par exemple, pour illustrer cette résistance au changement, de voir que dans beaucoup d'ONG, on résiste encore, pour des raisons de morale, d'éthique, à la création d'entreprises sociales soumises à l'ES. Pourquoi est-ce qu'une association loi 1901, alors que la loi l'autorise, ne pourrait pas créer des ESS avec toute la force et la dynamique que crée ce nouvel outil? Au lieu de se dire finalement, est-ce que ça répond au problème posé? Est-ce que ça va m'aider à évoluer? On pense à la morale en se disant, si cet animal nouveau paye l'impôt sur les sociétés, on aura du mal à le faire passer à nos conseils d'administration. Pour illustrer ce nouveau paradigme, il est intéressant de constater que d'une part, les associations se plaignent d'une chute de leur collecte, alors que la philanthropie française et que le mécénat a vu ses recettes en 4 ans passer de 7 milliards à 10 milliards. Il est intéressant de constater cette morosité, alors que la philanthropie et le mécénat croient sur longue période. Les recettes de la philanthropie croissent à 6% par an. Même chose sur le nombre de salariés, puisque le nombre de salariés du secteur philanthropique hors ONG croît à 11% par an. Une fondation abritée sur 2 n'existait pas en 2010. Une fondation d'entreprise sur 2
n'existait pas en 2010. Donc on voit bien l'explosion de ce secteur philanthropique au détriment du secteur traditionnel de l'association française. Et dans ce monde qui est en pleine évolution, la fracture la plus spectaculaire, c'est l'arrivée de l'entreprise au cœur de l'organisation sociale. C'est qu'on passe d'un système du 19e siècle où l'entreprise était intégrée, l'entreprise paternaliste du 19e siècle, industrielle et paternaliste, qui réglementait la vie sociale de la région et qui donnait l'accès aux soins, qui donnait l'accès à la retraite, qui donnait l'accès au logement, a été remplacée et qu'aujourd'hui, on est passé par une phase dans laquelle l'entreprise était un lieu d'exploitation et aujourd'hui, l'entreprise se réhabilite aux yeux de l'opinion, qui aujourd'hui ne voit plus l'entreprise comme un lieu d'exploitation, mais comme un lieu d'aventure humaine. Et la Startup Nation, ou la création des startups, qui attire énormément de jeunes aujourd'hui, alors je dirais plutôt dans nos milieux à Paris, mais il y a, vous l'avez bien vu, une résurgence de cette volonté de créer des entreprises. Et ce monde de la startup est venu revaloriser l'image de toutes les entreprises en montrant qu'après tout, l'entreprise, ce n'est qu'une aventure humaine, une aventure d'hommes et de femmes. Et pour moi, ce mouvement d'intégration de l'entreprise à la vie sociale est pérenne, ce n'est pas un feu de paille, parce que l'entreprise est sous pression. L'entreprise est sous pression, des jeunes collaborateurs qui veulent donner du sens à leur travail, sous pression des candidats qui commencent à comparer maintenant l'utilité sociale de leur employeur, qui commencent à comparer leur plaisir personnel d'être utile avec le plaisir personnel que leurs amis auront dans d'autres entreprises. Les entreprises sont sous pression des consommateurs et sont même maintenant sous pression des fonds d'investissement. Le plus grand fonds mondial, BlackRock, a mis en place des procédures pour faire pression sur leurs entreprises pour qu'elles respectent et travaillent aux objectifs du millénium. Dernière révolution en date, c'est l'engagement collectif. Alors on parle, certains dans le milieu associatif parleront de co-construction, mais on voit bien que cet engagement collectif est aujourd'hui nécessaire. Et ce mouvement, il est poussé par deux forces. Ce mouvement de besoin de collectif, il est poussé par deux forces. C'est que les nouveaux acteurs de la philanthropie ne sont pas des opérateurs, mais de simples commanditaires. Et qu'en conséquence, ils ont besoin de s'associer aux acteurs de terrain. Associer est le mot important. Ces philanthropes, ces nouveaux acteurs, ces entreprises ont besoin du monde associatif, ont besoin des acteurs du terrain. Deuxième force qui pousse à l'engagement collectif, c'est que les nouveaux acteurs recherchent du résultat et de l'impact. Or, seuls des collectifs permettent de procurer l'impact que l'on recherche si on veut transformer une région ou une nation. Et pendant que les vieilles ONG du XXe siècle défilent à Bruxelles pour dénoncer la dictature de l'impact, les nouveaux acteurs, les nouveaux philanthropes s'organisent pour rassembler, s'organisent pour transformer la société, s'organisent pour innover et s'organisent, mot important, pour trouver des solutions, pour résoudre. Je pense qu'un facteur essentiel de cette nouvelle philanthropie, c'est qu'elle a besoin de trouver une solution à un problème posé. Et je pense que tous, autant que nous sommes, nous devrions mettre ce mot « résoudre », trouver une solution, résoudre, plus souvent, en lettres d'or sur les frontons de nos fondations et de nos associations. Question, est-ce que cet engagement collectif a un avenir ? Je vais vous conter l'histoire de Break Poverty pour vous montrer que s'il n'a pas d'avenir, il permet de l'ambition. Je vais vous parler de la DAT, qui est un projet de dotation d'action territoriale. Break Poverty que je préside, a décidé de réfléchir sur le scandale de la pauvreté, essayer de comprendre pourquoi dans notre pays,
Un enfant qui naît pauvre a la certitude de devenir un adulte pauvre. C'est la fameuse problématique de l'ascenseur social qui est en panne. En France, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, alors 6 générations, on essaie de comparer, 2 générations au Danemark. Oui, mais ça, c'est les pays scandinaves, ils sont différents de nous. Ils sont grands et blonds, c'est pas la même chose. En Espagne, 2 générations et demie. Donc ce n'est pas une question de modèle social, c'est une question simplement de fonctionnement d'une société. Nous avons une société qui dysfonctionne et qui est une machine à créer des pauvres. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de pauvres a doublé en 40 ans. La proportion de pauvres chez les jeunes aujourd'hui, si on prend la population des moins de 25 ans, 26% de cette population vit sous le seuil de pauvreté, pour une moyenne nationale à 14%. Les anciens, eux, sont à 8%. Si on prend les retraités, 8%. Si on prend la moyenne nationale, 14%. Si on prend les jeunes, de 0 à 25 ans, la pauvreté est de 26%. Et donc nous avons décidé de réfléchir à ce problème et de trouver une solution. La gageure, c'était de trouver une solution. La solution n'était pas évidente. Il y a 2 grandes causes à ce phénomène. La première cause, c'est l'échec de l'école de la République. Et là-dessus, on y travaille, mais on y travaille en chambre. On n'a pas envie de se faire lyncher. Et l'autre grande cause, c'est l'éloignement du monde de la jeunesse du monde du travail. Il y a un fossé abyssal entre le monde de la jeunesse des quartiers et le monde du travail. Or, le travail, c'est la deuxième chance républicaine. La première chance républicaine, c'est bien évidemment l'éducation, c'est l'école. Mais la deuxième chance républicaine, pour ceux qui ont eu du mal à l'école, c'est forcément le travail. Et on est dans une rupture fondamentale entre ce monde de la jeunesse, représenté par le milieu associatif, par l'action sociale, et le monde du travail. Et donc, dans notre réflexion, pour transformer la société, il nous fallait trouver un dispositif, un outil, une solution pour résoudre le problème et essayer de rapprocher ces 2 mondes, le monde de l'entreprise et le monde de l'action sociale qui s'occupe de la jeunesse. Comment faire ? D'abord en lançant un appel solennel aux entreprises, en leur expliquant que c'est leur responsabilité de s'occuper de la jeunesse. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des parents, mais c'est aussi la responsabilité des entreprises. On ne peut pas avoir un site d'exploitation ou un siège social dans une ville sans se préoccuper de la jeunesse à un moment où on ne peut pas trouver de recrutement. La nation entière aujourd'hui, les entreprises dans la nation entière cherchent à recruter et n'y arrivent pas à l'heure que nous avons 40% de chômage dans nos quartiers. Il y a un dysfonctionnement qu'il faut rétablir. Et donc cet appel à la générosité des entreprises va se faire par la loi, par ce dispositif de dotation d'action territoriale, par lequel on demandera aux entreprises d'allouer 2% de leurs résultats nets, de 0, pour être plus précis, de 0 à 2% de leurs résultats nets, en faveur de la lutte contre l'exclusion et la grande pauvreté, de la grande précarité des jeunes sur leur territoire. Alors comment avons-nous procédé ? D'abord en allant convaincre le gouvernement que si leur plan pauvreté ne mentionnait pas le mot entreprise, on avait un vrai problème de conception du plan pauvreté. Donc ça a pris 10 minutes. 10 minutes à Bercy, mais c'était une paire de gifles. Et 10 minutes à l'Élysée, ça a été un go. Une fois qu'on avait réussi à convaincre que le mot entreprise devait être dans les textes de loi, il a fallu tester le concept. Et nous avons mis en place une méthode qui passe d'abord par un diagnostic territorial. C'est que nous allons sur le terrain, nous définissons l'état du problème, nous faisons un diagnostic territorial pour voir, par exemple, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, nous avons une population d'immigrés de 2e génération.
À Béthune, dans le bassin minier, les dernières générations, elles datent de 1958, c'est des migrations polonaises. Donc en définissant les données du problème et en quantifiant la population à cibler, on découvre qu'à Nantes, dans les quartiers prioritaires, au centre de la ville, il y a 10 000 jeunes pauvres, dont 4 000 en état de souffrance et d'exclusion. C'est les décrocheurs qui sont dans les cages escaliers. À Romans-sur-Isère, il y a 950 jeunes, les fameux NEET. À Béthune, il y a 1000 jeunes, dont 450 en très grande difficulté. Donc après avoir fait ce diagnostic, on essaie de proposer des solutions. C'est qu'on demande aux associations locales de fournir un business plan qui va couvrir, un plan d'activité sur 3 ans, qui va couvrir cette population oubliée. Et à titre d'exemple, on s'aperçoit qu'à Béthune, il n'y a pas de petits cours pour les milieux défavorisés. Donc la scolarité difficile des enfants de milieux défavorisés n'a pas le soutien nécessaire. Et donc on va chercher une association comme Subdeco pour leur dire « Est-ce que vous voulez vous installer à Béthune ?» Ensuite, il faut trouver le financement par les entreprises, et c'est là que je voulais en venir, car les résultats ont été spectaculaires. Quand on propose à des entreprises, à des philanthropes de ce nouveau mouvement de philanthropie moderne du siècle des Lumières, quand on propose un diagnostic du problème et une solution, les entreprises, comme tout être humain, plongent. Aujourd'hui, si l'on consolide la Drôme dans laquelle nous avons travaillé, Romans-sur-Isère, Béthune dans le Pas-de-Calais et Nantes, où nous menons l'opération maintenant, dans la Loire-Atlantique, nous avons 75% de succès contractualisés avec les entreprises. C'est-à-dire que quand nous allons voir 20 entreprises, nous en avons 15 qui s'engagent et nous arrivons en quelques semaines, en 8 semaines, à lever entre 1 et 4 millions d'euros pour les associations, qui va d'une demi-douzaine à Béthune, à une quinzaine à Nantes, pour travailler sur cette population oubliée. Quels sont les facteurs de réussite ? Le premier facteur, c'est l'engagement collectif. Quand vous allez voir des chefs d'entreprise, vous les réunissez et vous leur dites « on a un problème crucial, il est identifié. Si vous bougez, la collectivité bougera. Si vous bougez, les associations s'engageront à vos côtés. L'ensemble de la collectivité, sur un objectif bien défini, s'engagera et nous verrons des résultats. Nous choisissons que des associations qui sont capables de mesurer leur impact, simplement parce qu'ils sont codés de cette façon, parce qu'on a cherché d'abord un moment à essayer de trouver de l'innovation. Mais l'innovation, ça fait plaisir, mais c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc on est revenu sur des solutions traditionnelles d'aide à la jeunesse. Et nous avons aujourd'hui 75% de réussite. Alors pour ceux qui font du fundraising corporate, vous savez que c'est plutôt 4% en général. C'est-à-dire qu'il faut voir 25 entreprises pour en avoir une. Je vois des sourires, mais c'est quand même compliqué. Moi qui ai fait ça toute ma vie, je me suis pris quand même pas mal de gifles. Et ce n'est que du bonheur lorsque on arrive sur une démarche collective, locale, qui est la deuxième clé du succès. Le local est absolument fondamental. Et puis une opération bien menée sur laquelle on rendra des comptes. Avec ce dispositif, nous avons une ambition, c'est de lever 1 milliard d'euros par an pour le monde associatif qui s'occupe de la jeunesse en grande précarité. Donc si on arrive à réussir notre pari, et aujourd'hui nous sommes en passe de le réussir, on aura fait la différence. Donc on voit bien dans ce nouveau mode de fonctionnement que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus et qu'il faut ensemble, réfléchir au problème, trouver la solution et ensuite proposer aux acteurs de s'engager. C'est une leçon à méditer. Écoutez, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Et encore une fois, je vous remercie de travailler à créer une société plus juste et plus humaniste. Un grand merci à vous, M. Bensière. Merci.